Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan. C'est une vidéo que j'avais faite l'année dernière, en 2018, et vous aviez été très nombreuses à me demander de faire la même chose pour l'année 2019. Dans cette vidéo, j'ai envie de retracer un peu tout ce qui s'est passé pour moi en 2019. L'idée avec ce genre de vidéo, c'est de faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai pu comprendre de la vie, entre guillemets, pendant cette année, à travers les événements que j'ai pu vivre, et de partager cela avec vous. Du coup, hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai noté sur mon petit cahier tout ce qui s'était passé en 2019. J'ai essayé de me rappeler de tous les événements marquants, de tout ce que j'ai pu comprendre. Et dans cette vidéo, je vais essayer de faire le plus simple, le plus clair, le plus concis possible, tout en faisant passer les messages. Janvier 2019. L'année dernière, j'étais également à Copenhague. J'étais arrivée mi-novembre pour 5 mois. On avait passé les fêtes sur place, on avait passé Noël, on avait passé le Nouvel An sur place. Et on s'était rendu compte à quel point les fêtes sont quelque chose de sociétal en fait. Ça fait partie de l'éducation mais pas du tout de l'inné chez les hommes. Vous allez me dire oui, là-dessus tu nous apprends pas grand chose. Mais c'est fou à quel point quand nous ne sommes pas entourés de la décoration, des chants de Noël, de toute l'ambiance d'achat, etc., à quel point ça nous passe au-dessus et à quel point Noël, finalement, c'est pas si important que ça, ni le Nouvel An. Et pourtant, j'adore ces fêtes. J'adore quand je suis en France, fêter ces fêtes en famille, de faire ça avec mes proches, d'avoir tous ces rituels, toutes ces traditions, j'adore. Mais ici, je me suis rendu compte à quel point on pouvait aussi s'en libérer et à quel point c'était totalement ok et totalement faisable et qu'on allait quand même très bien, même si on ne le faisait pas. Donc en fait, en vivant ça depuis 2 ans, je me rends compte que je n'ai pas envie que la société ou que l'éducation m'impose quoi que ce soit en fait. Et c'est un peu ce que je peux ressentir maintenant avec Noël et avec le Nouvel An en France, en tout cas en Europe, c'est qu'on est obligé de fêter Noël. On est obligé ce soir-là d'être entouré de sa famille et de faire des cadeaux et de préparer un grand dîner, sinon c'est un peu triste, c'est un peu pathétique. Et pareil pour le Nouvel An, si on n'a qu'une envie, c'est de rester chez soi, de regarder un film pour le Nouvel An, on s'impose, on s'oblige à ne pas faire ça parce que c'est un peu pathétique de faire ça tout seul. Alors que c'est totalement faux. Moi j'ai adoré cette année, alors autant Noël, qu'est-ce qu'on a fait pour Noël ? Ça devait pas être très marquant. Et pour le Nouvel An, pareil, rien de spécial, on partait très tôt le lendemain pour Bali. Et du coup, je crois qu'on s'est couché à 22h30, on a passé, je suis ici avec mon amoureux, donc j'ai passé le dîner avec lui, on a un peu parlé de tout ce qu'on voulait accomplir en 2020, mais c'est tout, on ne s'est pas imposé, et pourtant je voyais tout le monde qui partait faire la fête, et avant j'aurais été plutôt du style à me dire, quand même, fais la fête, c'est le jour pour, et en fait, voilà, je pense que je suis arrivée à un âge où j'ai plus du tout envie de me forcer. Si j'ai pas envie de faire la fête, j'ai pas envie de faire la fête. J'aurais pu même être chez moi toute seule à Paris. Si j'avais eu envie de passer ma soirée devant une série Netflix, je l'aurais fait. J'ai plus du tout envie de m'imposer des choses parce qu'il faut les faire. En février, je suis toujours à Copenhague. Je continue de travailler sur mon blog. Ma petite routine ici, parce que je reçois pas mal de messages qui me demandent qu'est-ce que je fais en fait en Thaïlande, et je fais exactement la même chose que ce que je fais en France. En fait, je travaille, je fais des vidéos, je travaille sur les réseaux sociaux, je tiens mon blog, en fait, je tiens ma chaîne YouTube, mais depuis l'étranger, parce que c'est l'avantage justement de travailler en ligne, c'est de ne pas être obligé de rester à un même endroit. Je ne dépends de personne. Alors le seul truc effectivement, c'est que ici je ne peux pas recevoir de produits. Généralement je pars avec pas mal de produits et figurez-vous que ça me libère beaucoup. En fait, ça m'enlève une pression de ne pas pouvoir recevoir de produits, parce que je me rends compte que tout ce qui est possession matérielle et le trop plein de produits qu'on nous envoie quand on est blogueuse, maintenant ça m'étouffe et j'ai vraiment envie de revenir à quelque chose de très minimaliste. Parce que je me suis rendu compte en étant dans l'inverse, dû à mon métier, que ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien d'utiliser 45 produits de maquillage différents. Ça ne sert à rien d'utiliser 45 soins différents. Ça sert à rien d'avoir 150 jeans, 150 nouvelles paires de chaussures. Je suis plus du tout là-dedans. J'ai été vachement là-dedans avant. Et maintenant, ça ne m'amuse plus. Donc, quand je suis en Thaïlande, je me sens beaucoup plus libre parce que justement, on ne peut rien m'envoyer. Parenthèse fermée. Février dernier, j'avais décidé, parce qu'à l'époque je continuais à écrire des articles sur mon blog, tous les jeudis il y avait un nouvel article et tous les dimanches une nouvelle vidéo, j'avais décidé d'inviter des personnes sur mon blog, de donner la parole à des personnes qui ont des expertises différentes, des points de vue différents, des angles de vue différents et qui avaient envie de s'exprimer. Du coup, une semaine sur 2, c'était un article invité qu'il y avait sur mon blog et j'ai adoré ouvrir les portes comme ça de mon blog et de ma communauté, entre guillemets, pour des nouvelles personnes, pour des personnes qui avaient des choses à partager. Moi, ça m'arrangeait pas mal parce que ça me libérait du temps, ça me faisait économiser quand même un article sur 2, ce qui demande quand même beaucoup de travail. Malheureusement, depuis, c'est quelque chose que j'ai arrêté. J'ai tout simplement arrêté d'écrire régulièrement des articles sur mon blog parce que malheureusement, il faut se faire une raison, il faut voir la vérité en face. Les gens ne lisent plus les articles, c'est fini. On est dans une génération de vidéos, de réseaux sociaux, de podcasts, mais on n'a plus envie de lire et
plus envie de lire sur les écrans. Et ça, c'est quelque chose que je comprends parce que moi-même, je suis pas une grande lectrice de blog. J'ai toujours été plutôt à regarder les vidéos YouTube parce que j'aime l'énergie qu'on transmet avec une vidéo et qu'on peut recevoir avec une vidéo. J'adore les podcasts aussi. Alors, j'ai pas totalement arrêté depuis d'écrire des articles. Ça m'arrive parce que de temps en temps, c'est plus pratique et que je sais que vous aimez bien aussi. Mais je ne m'impose plus de le faire une fois par semaine comme je pouvais le faire avant. En mars dernier, j'étais encore à Copenhague. J'y suis restée jusqu'à début avril. Et j'ai commencé à vous sortir des vidéos sur l'alimentation et plus précisément sur l'alimentation intuitive. C'est la première fois que j'en parlais ici parce que ça faisait environ 1 an que je perdais du poids et que vous me le faisiez remarquer en me disant mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as changé? Et en fait, je n'avais rien changé. J'ai juste en fait réussi à régler mon rapport à l'alimentation. Alors moi, j'ai appelé ça l'alimentation intuitive. En fait, l'alimentation intuitive, il s'agit d'un terme déposé d'une thérapie. Ce qui n'a pas du tout été mon cas. Et en fait, à travers cette vidéo, et surtout, j'ai vraiment une grosse révélation concernant la nourriture et mon rapport à la nourriture. Je me suis rendu compte que pour une grosse partie des personnes, alors je mets à part les personnes qui vraiment ne savent pas s'alimenter niveau santé, ne savent pas ce que c'est de manger sainement, ne mangent jamais de légumes, ne connaissent pas, on va dire, les bases de l'alimentation saine. Mais pour la plupart des gens, pour la plupart des femmes, je dirais on connaît très bien les principes. Le truc, c'est qu'on a un rapport particulier, on a un rapport émotionnel avec notre corps et avec l'alimentation. Ce qui fait que tout ça est déréglé et que même si on sait très bien comment manger sainement, comment maigrir, comment perdre du poids, on n'y arrive pas sur le long terme. Et en fait, en m'intéressant à tout ça et en comprenant mon fonctionnement et ce qui s'était passé dans ma tête depuis 1 an, pourquoi j'avais maigri sans même forcément m'en rendre compte, je me suis rendu compte que les régimes étaient un des pires fléaux de cette époque. Les régimes font grossir, il faut vraiment comprendre ça. Les régimes ne fonctionnent pas. Un point, c'est tout. Un régime ne fonctionne pas sur le long terme. Donc pour moi, un régime, on ne peut pas dire qu'il fonctionne si 2 mois après, vous avez repris le poids d'avant, même plus. C'est ça le problème. C'est que généralement, on a été tellement dans la restriction et dans le non-plaisir que notre mental et le corps reprennent 2 fois plus pour ne plus manquer en fait. Chez moi, personnellement, j'ai remarqué que les restrictions me donnaient des pulsions. Et plus je m'interdis quelque chose, plus ça me donne envie de le faire. En nourriture, c'est catastrophique. Je m'étais rendu compte, vous savez, j'avais lu un livre sur la détox du sucre et je suis complètement persuadée que le sucre n'est pas bon, je ne vais pas dire le contraire. Par contre, dès l'instant où je me dis ok, je vais faire une détox de sucre, vous pouvez être sûr que dans la seconde, j'ai des envies de sucre et j'ai envie d'avaler tous les éclairs au chocolat, tous les trucs sucrés qui me passent devant, tout simplement parce que je sais que je suis en restriction, que je n'ai pas le droit. Donc d'un coup, j'ai des envies. Alors que finalement, quand je m'apaise avec tout ça, eh bien, mes envies se régulent, mes pulsions se régulent et j'en ai même plus en fait. Et ça, c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte. Donc, je vais pas refaire plein de blabla sur l'alimentation intuitive. Je vais vous remettre en barre d'infos mes 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet. Si le sujet vous intéresse, parce qu'en fait, l'alimentation intuitive, c'est avant tout faire la paix avec son corps. En faisant la paix avec son corps, on apaise son rapport à la nourriture. Et en apaisant son rapport à la nourriture, les pulsions vont s'arrêter, le corps va se rééquilibrer tout seul. Il va plus avoir des envies comme ça soudaines d'aliments sucrés ou de besoin de se gaver parce que justement vous avez un rapport équilibré et apaisé avec la nourriture. Et en ayant un rapport apaisé avec la nourriture, il y a souvent des pertes de poids. Mais c'est vrai que quand on commence l'alimentation intuitive, et ça je vais pas bien en parler parce que je suis pas du tout la spécialiste, si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller suivre le compte de Eliane C sur Instagram. Elle est coach en alimentation intuitive, c'est vraiment son métier, son expertise. Elle explique que justement quand on commence l'alimentation intuitive, il ne faut surtout pas commencer pour perdre du poids. Parce que du coup, on rate les étapes. D'abord, on fait la paix avec son corps et donc on fait la paix avec la nourriture. Et ensuite, souvent, on perd du poids. Et encore pas toujours parce que justement, le fait de faire des régimes à répétition a fait que le corps emmagasine beaucoup plus et prend des réserves et n'arrive plus à perdre autant qu'avant. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller la suivre. Moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses et je me suis rendu compte que je n'avais pas changé mes habitudes alimentaires. J'avais changé mon rapport avec l'alimentation. J'ai changé le rapport à mon corps. Et il y a quelque chose d'autre que j'ai mis en place. Alors c'est pas quelque chose qui est du tout conseillé avec l'alimentation intuitive normalement, mais chez moi ça a très bien fonctionné et moi j'adore ce principe. Je sais que c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Moi je fais le jeûne intermittent. J'adore le fait d'être à jeun pendant 16 heures par jour. Donc c'est souvent quand je suis en Thaïlande, c'est de 20h le soir jusqu'à
midi le lendemain, donc je ne petit-déj pas. Moi, ça me convient parfaitement. Ça me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie. Je sais pas, j'ai adoré, je fais ça depuis 1 an. Alors je le fais pas forcément tous les jours parce que parfois j'ai des rendez-vous le matin. Quand je suis en famille, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'on a envie de petit déjeuner avec eux. Quand on est en couple et quand on vit avec la personne, c'est vrai que c'est plus compliqué si la personne mange le matin. Donc le jeûne intermittent ne convient pas à tout le monde. N'empêche que chez moi, il a quand même changé beaucoup de choses. Donc le jeûne intermittent et surtout mon rapport beaucoup plus apaisé avec mon corps et avec l'alimentation, ça a fait que j'ai perdu du poids. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Tout simplement parce que justement en mars dernier, en mars 2019, j'ai commencé à vous parler de ça, de l'alimentation intuitive. Et ça a été assez marquant, en tout cas dans mon année. Ce qui est cool aussi avec le jeûne intermittent, donc comme je vous le disais, moi je sens beaucoup plus d'énergie. C'est pour ça que j'aime bien travailler le matin, du coup, quand je suis à jeun. Après le déj, souvent je sens que je suis un peu plus fatiguée, c'est le moment de faire des tâches un peu plus calme et qui demande un petit peu moins d'énergie et de réflexion. Ça me donne plus de temps parce que mine de rien, préparer un petit déj, manger, faire la vaisselle, etc., ça demande du temps. Et dernière chose, qui n'est pas des moindres en fait, et ça c'était pas du tout le but premier, c'est que ça fait économiser de l'argent parce qu'il y a quand même un repas en moins. Et que mine de rien, un repas en moins quand on mange bio, parce que c'est vraiment chez moi en France, je mange vraiment principalement bio, et bien ça fait pas mal économiser. Donc mine de rien, tout ça, je ne vous dis pas de faire du jeûne intermittent juste pour économiser de l'argent, mais n'empêche que de faire un repas de moins, on sent la différence dans le porte-monnaie. Une autre vidéo que j'ai sortie en mars et qui a été très marquante pour moi, c'était une vidéo que j'ai intitulée « Et si c'était vrai ? Et si c'était faux ?» Et dans cette vidéo, je voulais vraiment mettre en avant l'importance de l'esprit critique et en même temps de l'ouverture d'esprit. On est bombardé d'informations tout le temps, des médias, d'internet, des chaînes YouTube, d'amis qui nous parlent de certaines choses. Bref, on est bombardé d'informations et je trouve que souvent on est buté avec nos idées à nous, nos croyances et on ne se dit jamais « et si c'était vrai ?» Peut-être que la personne, ce qu'elle est en train de me dire, peut-être que c'est vrai. Ou au contraire, peut-être que là j'entends dans un média, sur une chaîne YouTube ou venant d'une personne, peut-être que c'est faux. Donc l'importance de l'esprit critique, l'importance aussi de l'ouverture d'esprit. Je me suis d'ailleurs rendu compte que le 5e accord Toltec reprenait totalement cette idée-là. Mais dans cette vidéo, j'ai pas développé quelque chose que j'aimerais développer dans une prochaine vidéo. Alors pour moi, c'était évident quand je disais si c'était vrai, si c'était faux, mais c'est vrai que je l'ai pas du tout développé dans la vidéo en vous en parlant. Et en fait, c'est toujours d'utiliser ces phrases et si c'était vrai et si c'était faux, mais en parlant de nous. Et du coup, là, on part pas du principe de l'esprit critique, mais plutôt de la remise en question. Donc, ce qu'on dit de moi, ce que disent les gens de moi, et si c'était vrai, et si c'était faux. Et si c'était vrai dans le sens où si on reçoit une critique, on a toujours tendance à rejeter cette critique et c'est normal, c'est animal. Dès qu'on nous attaque, hop, on fait un rejet, on se protège, normal. Parfois, quand on reçoit toujours la même critique, ça peut être intelligent. Et pourtant, je suis très dans le développement personnel à comprendre et je déclare d'ailleurs toujours que la vie des autres, c'est la vie des autres. Ce que les gens pensent de moi, ça les regarde eux parce que c'est leur prisme, leur filtre. N'empêche que si plusieurs personnes disent la même chose de nous, il y a un moment où on peut aussi se remettre en question. Vous voyez? Et donc, même si c'est pas du tout agréable, et je suis la première, je suis exposée, donc je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, et quand je me prends des critiques, c'est vraiment pas agréable, j'ai tendance à faire un rejet. N'empêche que si vous êtes plusieurs à me dire la même chose, c'est important qu'à un moment je me dise et si c'était vrai. Et pareil, l'inverse, et si c'était faux. Peut-être que ce que je pense de moi, ce que l'on dit de moi, comment les gens me définissent, peut-être que c'est faux. Peut-être qu'on m'a toujours dit que j'étais timide et réservée. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que cette étiquette, elle me colle encore à la peau? Et là-dessus, j'ai fait une vidéo récente qui s'appelle « Peut-on changer ?» je crois, ou les étiquettes, personnalité, peut-on changer? Je vous remettrai pareil tout en barre d'infos. C'est vraiment une question que j'abordais ici, mais je trouvais ça aussi intéressant d'aborder la nécessaire remise en question. Effectivement, recevoir des critiques, ce n'est pas agréable. Et souvent, la façon dont c'est dit en face impacte quand même beaucoup. C'est surtout contre la façon dont c'est dit, je pense, qu'on fait un rejet, plus que sur le message en lui-même. N'empêche que si on entend plusieurs fois la même chose sur nous, ça peut être bon de se remettre en question et se dire tiens, peut-être que c'est vrai. Peut-être que les gens, là, ils ont raison et peut-être que je peux évoluer là-dessus si je sens que ça peut me faire avancer. En mars dernier, décidément en mars, il s'était passé plein de choses. J'avais eu plein de révélations. J'avais fait un post Instagram qui est encore vraiment d'actualité aujourd'hui pour moi. Je l'avais intitulé « Se perdre dans la spiritualité ». En fait, il faut comprendre qu'à Copenhague, là où je vis dans un petit village qui s'appelle Sritanu. Sritanu, c'est le village yogi, c'est le village méditation, c'est le village tantra. C'est le Disneyland de la spiritualité. Si tu t'intéresses à ça, si tu t'intéresses au développement personnel, ici, tu es au paradis. Toutes les heures, tous les jours, il y a différents workshops. Il y a plein d'ateliers, il y a plein de séminaires, il y a plein de retraites qui se passent toutes les semaines, tout le temps.
Et en fait, en vivant ici, j'ai pu me rendre compte à quel point la spiritualité peut aussi être un piège et peut-être une façon de se déconnecter totalement de la réalité. Et pourtant, c'est pas le but. Normalement, enfin ma vision en tout cas maintenant, parce que j'ai pu aussi être dans ce... Je pense être tombée dans ce piège-là aussi. La vraie spiritualité, elle se retrouve dans le concret, dans les racines, dans la réalité en fait. C'est pas parce que je médite tous les jours, c'est pas parce que je vais faire du yoga, parce que je mange vegan, parce que je suis dans la gratitude, etc. que je suis plus spirituelle que quelqu'un d'autre. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre de développement personnel, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la spiritualité, pour moi peut être aussi, voire plus spirituel que quelqu'un d'autre. Ici, il y a beaucoup d'ego spirituel. Et parfois, on est dans une quête spirituelle de croissance d'ego. On veut devenir quelqu'un de plus important, etc. Plus que dans une véritable recherche intérieure, vous voyez. Et donc, j'aimerais vous faire comprendre, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en 2019 et que j'avais aussi compris avant. La spiritualité, le développement personnel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie. Vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à tout ça si vous n'en avez pas envie, si ça ne vous amuse pas. C'est pas pour autant que vous aurez une vie moins heureuse que les autres, c'est pas pour autant que vous ne réussirez pas, c'est pas pour autant que vous n'aurez pas de succès dans ce que vous faites. Donc je veux vraiment vous faire comprendre. Si ça vous intéresse, si ça vous fait vibrer, si ça vous passionne, mais bien sûr, foncez. Mais ne pensez pas que c'est obligatoire. Voilà. Et je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est l'avantage et l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est qu'on a l'impression que maintenant on est obligé de tirer les cartes. On est obligé d'avoir des oracles, on est obligé de faire des rituels de pleine lune ou de nouvelle lune ou de black moon ou de je sais pas quoi. On est obligé d'avoir des cristaux, on est obligé de méditer tous les matins et tout ça en fait ça donne une nouvelle pression. Mais si ça ne vous amuse pas, si vous ne ressentez pas que c'est quelque chose pour vous, surtout ne le faites pas et il n'y aura aucune punition. Vous ne vivrez pas moins bien que les personnes qui le font. Je veux vraiment que vous compreniez ça et on peut vraiment se perdre dans la spiritualité. J'ai vraiment vu ça ici parce qu'ici on est parfois dans les extrêmes. C'est une nouvelle façon de fuir la réalité, de fuir ses émotions, de fuir sa condition terrestre en fait, qui est de ressentir parfois des émotions qui ne sont pas plaisantes. Et c'est juste normal de ressentir ça. Et c'est sain surtout de ressentir ça. Et ressentir ça justement, quand on accepte de ressentir toutes nos émotions en tant qu'être terrestre, pour moi là on est vraiment incarné dans sa spiritualité. Voilà, donc c'est un peu un cercle. On revient en fait au point de départ, mais avec une autre vision, avec une autre compréhension. Après, je dis pas que le travail sur soi n'est pas intéressant, qu'il peut aussi servir à gommer des blessures, à gommer des schémas répétitifs. Et de toute façon, si le travail sur soi dans le sens, la connaissance, apprendre à se connaître est toujours intéressant. Donc si vous voulez utiliser le développement personnel pour ça, allez-y. Je veux juste pas que ça soit une contrainte, une obligation, ni une pression. Avril 2019, c'est le moment de rentrer à Paris. Après 5 mois ici, donc imaginez le choc. Mais bizarrement, et là je vais passer vraiment pour une ingrate. Vraiment, écoutez bien ce que je vais vous dire sans aucun jugement. J'étais heureuse de rentrer en fait à Paris. J'étais heureuse parce qu'ici, alors c'est un paradis à vivre. Vous avez peut-être vu le vlog que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Je vous montrais les magnifiques paysages, je vous montre les plages, je vous montre le ciel bleu, le soleil, il fait bon. Je vous montre tous les plats véganes parce qu'ici, à Sritanu, tous les restos sont véganes. Enfin, c'est magnifique. N'empêche que quand vous vivez 5 mois ici, enfin moi en tout cas, j'ai réussi à me lasser. Et je me sentais ingrate, hein, je me sentais coupable d'être lassée de ça, d'être blasée de ça et de ne plus ressentir autant de plaisir, autant de gratitude qu'au début. Et en fait, c'est fou à quel point en fait, on s'habitue à tout. Et c'est triste de le dire parce que dans des endroits paradisiaques, on n'a pas envie de s'y habituer. On a envie chaque matin d'être émerveillé de ce qu'on voit. Mais perso, c'était plus mon cas. J'avais envie de rentrer à Paris parce qu'il y a aussi une autre composante qu'il ne faut jamais oublier et dont je m'en suis vraiment rendu compte. Vous avez beau vivre dans un paradis, dans un lieu paradisiaque, magnifique, avec un rythme de vie génial, si vous êtes loin des personnes que vous aimez, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que ça qui compte. Et moi, je me suis rendu compte à quel point ma vie sociale, mes amis, mes proches, ma famille me manquaient. Donc heureusement, je suis ici avec mon amoureux, heureusement. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de prendre un café avec des copines, j'ai envie de voir ma maman, j'ai envie de voir mon frère, j'ai envie de passer du temps avec mes proches sans être loin de tout le monde. Et vivre dans un paradis mais loin des personnes qu'on aime, aucun intérêt. Ça a beau paraître idyllique, ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment ce qui me manque le plus quand je suis ici. C'est ma vie sociale, c'est les gens que j'aime. Alors j'adore quand j'ai des copines qui viennent ici, que je peux passer un peu de temps avec, mais c'est pas suffisant, c'est pas pareil. Donc le fait aussi d'être chez soi, d'avoir ses affaires, ses meubles,
sa cuisine avec ses petites épices, tous ses petits ingrédients, tout ça, ça me manquait. Et donc j'étais contente, mine de rien, de rentrer à Paris. Et j'étais contente de rentrer à Paris pour de nouveau revivre des contrastes et être heureuse de revenir ici ensuite. Au bout de 5 mois, il n'y a plus de contraste dans le sens où il fait tout le temps bon, il fait tout le temps beau, tout est beau tout le temps, bref. Vraiment, je passe pour une ingrate en faisant ça. Mais j'étais heureuse de rentrer à Paris, d'avoir froid, de me plaindre de la grisaille, de plaindre du bruit parisien, des comportements parisiens, parce que je savais qu'après, en revenant ici, je pourrais de nouveau être dans la gratitude et je pourrais de nouveau apprécier tout ça. En mai, ce qui m'a marqué, c'est une conférence que j'ai regardée sur Netflix, une conférence de Brené Brown, une conférence sur la vulnérabilité. C'était merveilleux, c'était génial. Et donc, la conférence de Brené Brown sur la vulnérabilité, elle parle dedans de l'importance et du courage surtout de se montrer tel que l'on est, de se montrer vulnérable. En fait, de parler de sa vérité à soi, de ce qu'on ressent dans un moment, même si ça peut nous faire paraître faible, alors qu'au contraire, quand on assume nos faiblesses, quand on assume notre vulnérabilité, c'est ce qui nous rend le plus fort. Et j'aimerais justement vous lire c'est un post que j'avais fait suite à sa conférence justement. Parce que dans cette conférence, elle cite une citation de Theodore Roosevelt que je vais vous lire tout de suite. « Le critique ne raconte absolument rien. Tout ce qu'il fait, c'est pointer du doigt l'homme fort quand il chute ou quand il se trompe en faisant quelque chose. Le vrai crédit va pourtant à celui qui se trouve dans l'arène, avec le visage sali de poussière, de sueur et de sang, luttant courageusement. Le vrai crédit va faire celui qui commet des erreurs, qui se trompe, mais qui au fur et à mesure réussit car il n'existe pas d'effort sans erreur. Je dirais même qu'il n'existe pas de réussite sans erreur. Il connaît le grand enthousiasme, la grande dévotion et dépense son énergie sur ce qui vaut la peine. Celui-là est un homme vrai, qui dans la meilleure des hypothèses connaît la victoire et la conquête, et qui dans la pire des hypothèses chute. Or, même sa chute est grandiose, car il a vécu avec courage et s'est élevé au-dessus des âmes mesquines qui n'ont jamais connu ni victoire ni défaite. Theodore Roosevelt. J'avais adoré cette citation, parce que je me rends compte à quel point, surtout dans ma sphère, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, la critique est facile. C'est très très facile de se cacher derrière un écran et de critiquer. Et moi-même, je peux être la première à voir par exemple la performance, je sais pas, d'une chanteuse ou dire bah dis donc elle chante bizarrement ou là elle danse moyennement. Mais je suis qui en fait pour dire ça? Elle a le courage d'être sur scène, elle a le courage de chanter devant des gens, elle a le courage de danser devant des gens. Je suis qui moi derrière mon canapé pour critiquer? Vous voyez? Donc c'est intéressant aussi quand on critique les gens de se dire ah tiens peut-être que moi aussi je fais pareil. Ça c'est l'effet miroir. Et donc avant de critiquer qui que ce soit, peut-être se dire mais putain lui il ose, il le fait. Et je vois beaucoup ça dans la sphère du véganisme, du végétarisme, du zéro déchet, de l'écologie. Les gens pointent du doigt sans cesse ce que tu fais de mal, mais au moins tu le fais. T'as fait la première étape de. Et pareil quand on s'expose sur les réseaux sociaux, bien sûr que mes vidéos elles sont pas parfaites, ce que je dis n'est pas parfait, mon avis est bien sûr à remettre aussi en question. N'empêche que quelqu'un qui me critique sur mes vidéos, je n'ai qu'une envie, c'est de lui dire je te conseille de toi prendre une caméra, filme-toi, mets-toi sur YouTube et donne ton point de vue. Après on en parlera. Pour entendre une critique de quelqu'un qui fait pareil que moi. Si vous avez peur du regard des gens, avant de commencer n'importe quel projet, dites-vous que vous êtes ce sportif dans l'arène. C'est à vous que le courage revient, pas à la personne qui va critiquer et rester derrière son canapé. Jamais. Donc osez, faites, n'ayez pas peur. Et même si vous chutez, même si ça ne réussit pas, vous aurez appris des choses. Et c'est en apprenant qu'on réussit. En mai, alors je ne sais plus vraiment si c'est en mai, c'était peut-être fin avril plutôt, mais bon, moi je l'ai noté en mai. J'ai également participé à 2 jours de séminaire, 2 jours de masterclass de Franck Lobet. Franck Lobet, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Pour moi maintenant, c'est le référent dans le développement personnel et la spiritualité parce qu'il est l'antithèse de tout ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant physiquement, dans son énergie, il est très terre à terre, parfois il peut être cassant et j'adore en fait maintenant ça parce que je trouve qu'il a ce pouvoir de ramener les gens totalement perchés un peu dans la réalité, dans le terre à terre et montrer que même dans le terre à terre, même dans la réalité, enfin c'est même pas même, c'est que dans le terre à terre, dans la réalité, c'est là que les plus belles choses se passent. C'est en étant extrêmement ancré dans la vie réelle. C'est pour ça que je vous dis que la spiritualité, le développement personnel, ça ne sert à rien. Si ça nous amuse, faisons-le, mais ça ne sert à rien. Vous n'allez pas être plus récompensé parce que vous faites des rituels de pleine lune. Si ça vous amuse, si vous sentez que ça vous fait du bien, faites-le. Mais ne pensez pas qu'il va y avoir une autorité extérieure à vous
qui va vous récompenser si vous le faites et qui va vous punir si vous ne le faites pas. J'ai l'impression qu'en fait maintenant la spiritualité c'est une nouvelle religion avec les dogmes d'une religion. Il faut faire ça et il faut surtout pas faire ça. Et en fait du coup on revient dans les mêmes pièges de la religion, même s'il y a des très belles choses aussi dans les religions. Mais souvent j'entends les personnes qui plongent dans la spiritualité parce qu'ils sont contre les religions et en fait ils retombent dans le piège entre guillemets des religions. Bref, 2 jours de masterclass avec Frank Lovey. Une merveille, sincèrement. Déjà, son livre, c'est un des livres qui m'a le plus marqué, qui s'appelle Un homme debout. Donc pareil, ça demande beaucoup de réflexion. Ça va peut-être aller, si vous êtes intéressé depuis pas mal de temps à la spiritualité, au développement personnel, ça va peut-être venir vous contrer un petit peu. Ça va venir travailler, et en anglais on dit ça va venir vous trigger, ça va venir vous piquer des petites choses chez vous, vous n'allez pas forcément aimer. N'empêche que ça amène beaucoup de réflexion. C'est ça que j'aime beaucoup. Et ces 2 jours de masterclass, enfin moi j'ai adoré et je vous conseille, pas souvent à Paris et dans d'autres villes, renseignez-vous, ça vaut la peine 1000 fois. Et regardez ses vidéos, il a plein de vidéos sur YouTube. Ça prend du temps certes, mais cet homme pour moi est vraiment à connaître si vous vous intéressez depuis longtemps à la spiritualité. En juin, qu'est-ce qui s'est passé en juin 2019 ? J'ai fait pas mal de déplacements, j'étais à Londres pour aller découvrir la maison des fleurs de Bach, là où sont nées les fleurs de Bach. C'était assez extraordinaire.